Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse locale rencontre également ce matin des grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres et également commente la sortie médiatique du président Patrice Talon du mardi dernier. Vous en saurez davantage dans ma présentation des une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce jour. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, aux prénoms du jour, aux prévisions astrologiques et au panel de discussion pour lequel Elisabeth Iladja, Atifa Olafa, Romaric Gisgouguinou et Diane Kouagou auront à opiner sur les relations qui doivent exister entre demi-frères. Et juste après le panel de discussion, je serai avec Agapit Napoléon Maforican et Apollo Emerico Adjovi, qui sont tous deux juristes, consultants, chroniqueurs politiques. Avec eux, chers amis internautes, on aura à commenter la proposition de loi portant révision de la Constitution qui est en débat au niveau du Parlement, une proposition de loi qui compte instaurer un Sénat en République du Bénin. On essaiera de commenter un peu les enjeux qui y concourent. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE qui est promotrice de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse aux élections législatives de 2026. Une modification intervenue, écrit le Canard, en illustration, le logo de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il écrit que la Commission électorale nationale autonome Sénat vient d'obtenir de la Cour constitutionnelle le quitus de modifier le calendrier relatif au dépôt des dossiers pour les élections législatives prochaines. En effet, au lieu du 8 au 12 novembre prochain, les partis politiques sont plutôt attendus du 15 au 19 novembre de ce mois pour leur déclaration de candidature aux législatives de 2026, notamment de janvier 2026. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin: restructuration de la filière bois, le pouvoir crée la SODEF. Festival Boycon 25, Éléphant mouillé annonce une édition exceptionnelle. Révision de la Constitution, des réaménagements annoncés au projet initial, informe l'Informateur. À l'oreille droite, journal École, crise au sein de les démocrates, un suppléant député démissionne. Retrouvez l'article incitatif qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou.
La Nation, ce matin, manchette, parle de promotion de l'industrie, des pôles économiques régionaux créés. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin journal, le titre qui est illustré d'une satire. Ressources forestières, un nouveau code des forêts et de la faune en vue, nous apprend le quotidien national d'information. Fraternité à présent, révision de la Constitution et décrispation du climat politique. Et si le Sénat était la solution, s'interroge le confrère. Emballage de l'Akassa chaud dans des sachets plastiques, une habitude à risque qui défie la loi et les règles d'hygiène. Merveille Mededji, nutritionniste diététiste, l'emballage d'Akassa chaud dans les sachets plastiques est nocif. Alex Boko, expert en gestion de l'environnement, les vendeuses doivent faire le choix d'emballage alternatif plus sain et respectueux de l'environnement. Dr Josias Hontonji, quand un aliment très chaud est mis dans un sachet plastique, plusieurs phénomènes se produisent. Retrouvez le dossier de la rédaction sur ce fait. Très intéressant aux pages 8 et 9 de la proposition. Le matinal à présent parle de législative de 2026, la période de dépôt des dossiers décalés, les raisons qui sous-tendent le recours de la Commission électorale nationale autonome Sénat sont à lire à la page 9 de la livraison, ainsi que la déclaration, pour ne pas dire l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle à cet effet. Le matinal a également pour titre ce matin, proposition de loi portant révision de la Constitution, l'examen en plénière reporté s'inédit. Matin libre à présent, politique nationale, les démocrates vers une FCBE bis, s'interroge le canard, en illustration les logos des deux formations politiques. Révision de la Constitution, lettre ouverte du mouvement libéral aux députés. On lit à présent la une de Le Béninois libéré. Législative de 2026, conséquence du nouveau management de l'opposition, 0 député pour les démocrates, explication à lire dans les colonnes de la proposition. Projet de Sénat au Bénin, Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, nie toute déclaration publique. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi cette semaine, titre en manchette. La raison derrière la raison, vous avez deux femmes autour d'un puits, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos petits écrans. Vous avez une qui dit: voisine, c'est à cause de mes enfants que je suis encore dans ce foyer, hein, sinon je serais parti depuis. Et à l'autre de rétorquer: ma copine laisse ce discours, c'est à cause d'autre chose que tu es toujours là. Et à la femme de dire: je t'ai déjà dit que tu veux, je t'ai déjà dit, si tu veux partir, le portail est ouvert. C'est l'homme qui rétorque ainsi, si on peut le dire ici, depuis sa chambre. Retrouvez des détails sur les autres œuvres satiriques du jour qui incarnent la production de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi, notamment dans les colonnes dans les kiosques, notamment commercialisés au prix de 500 francs CFA. L'économiste ce matin parle d'Afrique de l'Ouest, commerce alimentaire intra-régional, un pilier discret mais vital de lutte contre la faim. L'article à retrouver à la page 3. Info Matin ce matin, prise en otage du peuple béninois dans une sempiternelle guéguerre. Patrice Talon et Boniaï, un départ définitif impérieux de la politique béninoise. On peut lire également la une de Info Matin de ce matin, collège en détresse à Covey, le collège d'enseignement général 5 sans bloc administratif, ni salle des professeurs. Gasquiani Info, Talon et Yahi, à quand la véritable entente, se questionne le confrère. Pour raison de procédure, le débat constitutionnel reporté à ce jeudi. L'emblème du jour à présent, engagement citoyen et leadership jeune au Bénin, Stéphania Ponceau, la voix jeune du fan club Romuald Wadaï. Élection législative de 2026, la Cour constitutionnelle valide l'ajustement du calendrier électoral. Politique interne en turbulence, une démission choc en illustration, le logo du parti politique Les Démocrates. L'autre quotidien à présent au sujet des allégations de Boniaï à son encontre, Patrice Talon reproche à son prédécesseur l'absence d'esprit constructif. Décryptage info ce matin, entretien exclusif sur l'actualité nationale. Le Bénin est un
et indivisible, dit le président Patrice Athanase Guillaume Talon. La boussole à présent, Assemblée nationale, le Sénat en suspense. Législative de 2026, la Cour constitutionnelle autorise le glissement du calendrier demandé par la Commission électorale nationale autonome Sénat, dépôt des candidatures désormais du 15 au 19 novembre 2025. Animation de la vie politique nationale au Bénin, Patrice Talon pourrait plaider pour une loi excluant les anciens présidents. L'affiche du jour à présent, activité parlementaire, suspendue hier. La plénière reprend ce jeudi 6 novembre 2025. On lit à présent la une de Le Leader du jour, politique nationale. Patrice Talon indique la voie à suivre aux députés démissionnaires de Les Démocrates. Le chef de l'État dénonce des manœuvres dolosives de son prédécesseur pour déstabiliser le Bénin. Les 6 députés, il s'agit bel et bien de Michel François Soginou, de Joël Godonou, de Léansou Dorego, de Constant Naoum, de Denise Oumenou et de Chantal Adjovi. On lit à présent la une de Le Routier, révision constitutionnelle au Bénin. Akhenatonde justifie la présence de militaires dans le futur Sénat. L'argumentaire transcrit est à lire dans les colonnes de la proposition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse aux élections législatives de 2026. Une modification intervenue, écrit le Canard, en illustration, le logo de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il écrit que la Commission électorale nationale autonome Sénat vient d'obtenir de la Cour constitutionnelle le quitus de modifier le calendrier relatif au dépôt des dossiers pour les élections législatives prochaines. En effet, au lieu du 8 au 12 novembre prochain, les partis politiques sont plutôt attendus du 15 au 19 novembre de ce mois pour leur déclaration de candidature aux législatives de 2026, notamment de janvier 2026. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, restructuration de la filière bois, le pouvoir crée la SODEF. Festival Boycon 25 et les Fonds mouillés annoncent une édition exceptionnelle. Révision de la Constitution, des réaménagements annoncés au projet initial, informe l'Informateur. À l'oreille droite, journal école, crise au sein de Les Démocrates, un suppléant député démissionne. Retrouvez l'article incitatif qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de promotion de l'industrie, des pôles économiques régionaux créés. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin journal, le titre qui est illustré d'une satire. Ressources forestières, un nouveau code des forêts et de la faune en vue, nous apprend le quotidien national d'information. Fraternité à présent, révision de la Constitution et décrispation du climat politique. Et si le Sénat était la solution, s'interroge le confrère. Emballage de l'acassa chaud dans des sachets plastiques, une habitude à risque qui défie la loi et les règles d'hygiène. Merveille Mededji, nutritionniste diététiste, l'emballage d'acassa chaud dans les sachets plastiques est nocif. Alex Boko, expert en gestion de l'environnement, les vendeuses doivent faire le choix d'emballage alternatif plus sain et respectueux de l'environnement. Dr Josias Hontonji, quand un aliment très chaud est mis dans un sachet plastique, plusieurs phénomènes se produisent. Retrouvez le dossier de la rédaction sur ce fait. Très intéressant aux pages 8 et 9 de la proposition. Le matinal à présent parle de législative de 2026, la période de dépôt des dossiers décalée. Les raisons qui sous-tendent le recours de la Commission électorale nationale autonome Sénat sont à lire à la page 9 de la livraison, ainsi que la déclaration, pour ne pas dire l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle à cet effet.
confrères. Le matinal a également pour titre ce matin, proposition de loi portant révision de la Constitution, l'examen en plénière reporté s'inédit. Matin libre à présent, politique nationale, les démocrates vers une FCBE bis, s'interroge le Canard, en illustration les logos des deux formations politiques. Révision de la Constitution, lettre ouverte du mouvement libéral aux députés. On lit à présent la une de Le Béninois libéré. Législative de 2026, conséquence du nouveau management de l'opposition, 0 député pour les démocrates, explication à lire dans les colonnes de la proposition. Projet de Sénat au Bénin, Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, nie toute déclaration publique. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi cette semaine, titre en manchette. La raison derrière la raison, vous avez deux femmes autour d'un puits, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos petits écrans. Vous avez une qui dit: voisine, c'est à cause de mes enfants que je suis encore dans ce foyer, sinon je serais parti depuis. Et à l'autre de rétorquer: ma copine laisse ce discours, c'est à cause d'autre chose que tu es toujours là. Et à la femme de dire: je t'ai déjà dit que tu veux, je t'ai déjà dit, si tu veux partir, le portail est ouvert. C'est l'homme qui rétorque ainsi, si on peut le dire ici, depuis sa chambre. Retrouvez des détails sur les autres œuvres satiriques du jour qui incarnent la production de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi, notamment dans les colonnes dans les kiosques, notamment commercialisés au prix de 500 francs CFA. L'économiste ce matin parle d'Afrique de l'Ouest, commerce alimentaire intra-régional, un pilier discret mais vital de lutte contre la faim. L'article à retrouver à la page 3. Info Matin ce matin, prise en otage du peuple béninois dans une sempiternelle guéguerre. Patrice Talon et Boniaï, un départ définitif impérieux de la politique béninoise. On peut lire également la une de Info Matin de ce matin, collège en détresse à Covey, le collège d'enseignement général 5 sans bloc administratif, ni salle des professeurs. Gasquiani Info, Talon et Yahi, à quand la véritable entente, se questionne le confrère. Pour raison de procédure, le débat constitutionnel reporté à ce jeudi. L'emblème du jour à présent, engagement citoyen et leadership jeune au Bénin, Stéphania Ponceau, la voix jeune du fan club Romuald Wadaï. Élection législative de 2026, la Cour constitutionnelle valide l'ajustement du calendrier électoral. Politique interne en turbulence, une démission choc en illustration, le logo du parti politique Les Démocrates. L'autre quotidien à présent au sujet des allégations de Boniaï à son encontre, Patrice Talon reproche à son prédécesseur l'absence d'esprit constructif. Décryptage info ce matin, entretien exclusif sur l'actualité nationale. Le Bénin est un et indivisible, dit le président Patrice Athanase Guillaume Talon. La boussole à présent, Assemblée nationale, le Sénat en suspense. Législative de 2026, la Cour constitutionnelle autorise le glissement du calendrier demandé par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dépôt des candidatures désormais du 15 au 19 novembre 2025. Animation de la vie politique nationale au Bénin, Patrice Talon pourrait plaider pour une loi excluant les anciens présidents. L'affiche du jour à présent, activité parlementaire suspendue hier. La plénière reprend ce jeudi 6 novembre 2025. On lit à présent la une de Le Leader du jour, politique nationale. Patrice Talon indique la voie à suivre aux députés démissionnaires de Les Démocrates. Le chef de l'État dénonce des manœuvres dolosives de son prédécesseur pour déstabiliser le Bénin. Les 6 députés, il s'agit bel et bien de Michel François Soginou, de Joël Godonou, de Léansou Dorego, de Constant Naoum, de Denise Oumenou et de Chantal Adjovi. On lit à présent la une de Le Routier, révision constitutionnelle au Bénin. Akhenatonde justifie la présence de militaires dans le futur Sénat. L'argumentaire transcrit est à lire dans les colonnes de la proposition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le gouvernement du Bénin a tenu hier mercredi 5 novembre 2025 son traditionnel Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette séance, notamment la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote
du projet de loi relative à la répression de faux monnayages et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin. D'autres décisions ont été également prises et ont meublé ce Conseil des ministres. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwedji. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant Code des forêts et de la faune en République du Bénin. Les textes de loi qui réglementent le secteur forestier dans notre pays sont épars et traitent séparément des domaines spécifiques relatifs à la flore, la faune, au commerce international des espèces de faune et de flore, au pâturage et parcours naturels. À cet égard, la loi numéro 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin, qui est la référence, mérite une actualisation au regard des évolutions enregistrées au fil des années. Aussi s'est-il avéré pertinent de regrouper l'ensemble des textes de loi en un seul code qui couvre tous les champs de la gouvernance du secteur forestier pour une mise en cohérence globale. En point 2, institutionnalisation des pôles économiques régionaux d'industrie légère et d'agro-industrie. Dans la logique de sa politique de promotion industrielle, le gouvernement a, en application de la loi numéro 2022-38 du 3 janvier 2023, fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin, mis en place un cadre physique de développement des industries qui y ont accès. Quelques années seulement après, il est encourageant de noter que la zone économique spéciale de Glodjibé connaît un essor remarquable, une dynamique que viendront conforter celle de Semekpoji et de Kétou. En vue de consolider les retombées de cette politique, il devient indispensable de mettre en place, par région, un modèle de cadre physique de développement des entreprises agréées au Code des investissements et intervenant dans les domaines dédiés à l'agro-industrie et à l'industrie légère, mais qui, en raison de leur taille et ou de leurs activités, ne peuvent accéder aux zones économiques spéciales. C'est ce qui motive la création des pôles économiques régionaux sous la responsabilité d'autorités d'administration et de régulation. Celles-ci auront des missions spécifiques incluant notamment la réalisation d'études de faisabilité, la sélection des sites et le zonage des tracés. Le présent décret en précise les modalités d'implémentation et l'effet escompté est le développement équilibré du territoire. En point 3, création de la Société de développement forestier SODEF-SA et approbation de ses statuts. Dans la poursuite de la restructuration de la filière bois, pour promouvoir davantage la production de bois et énergie, cette société s'attellera à contribuer au développement d'une économie locale avec l'inclusion des populations riveraines. Elle veillera à préserver les enjeux climatiques et environnementaux, tels que la séquestration de carbone, l'atteinte des objectifs de développement durable, la sauvegarde de la biodiversité et des sols. De même, seront prises en considération les enjeux économiques à travers la production de bois d'œuvre, la transformation du bois avec la création d'emplois qui s'ensuit, la gestion et l'exploitation durable des forêts classées et autres domaines forestiers mis sous sa gestion par la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Ces interventions impliquent par ailleurs la sécurisation du domaine forestier de l'État, la surveillance, la mise en place des plantations forestières et l'exploitation des produits qui en sont issus, en conformité avec les objectifs de développement durable et la politique forestière du pays. À terme, il est attendu de meilleurs résultats dans le développement et la valorisation des produits forestiers répondant aux besoins d'aménagement durable des forêts sous sa tutelle. Pour ce faire, la SODEF-SA reprendra les attributions de la Société nationale du bois. Le ministre chargé du développement durable prendra, en lien avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence judiciaire de l'État. Approbation des statuts modifiés de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E SA.
Dans le registre des communications, le gouvernement a décidé également de la réalisation d'études dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation de 80 retenues d'eau dans différentes localités du Bénin. Des précisions, toujours avec le porte-parole du gouvernement. Réalisation d'études dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation de 80 retenues d'eau dans différentes localités du Bénin. Ces études participent de la mise en valeur du potentiel hydro-agricole dont recèle le pays en vue de développer la pratique de l'irrigation par la maîtrise totale de l'eau. L'objectif est de renforcer les capacités de résilience de notre agriculture et d'accroître sa compétitivité. À cet effet, il est prévu la construction de 60 retenues d'eau à vocation agro-pastorale et la réhabilitation de 20 autres réparties dans plusieurs départements et communes. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un groupement de bureaux spécialisés aux fins de conduire ces missions. En point 2, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction du siège des institutions de régulation à Cotonou. Il s'agit d'un complexe immobilier de type R+8 avec un sous-sol à usage de parking implanté sur une superficie de 9 821 m² qui permettra d'offrir aussi bien un cadre de travail confortable au personnel des dites institutions que des facilités d'accès aux usagers. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé la participation de notre pays à la 54e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar du 17 au 21 novembre 2025 à Lomé au Togo, puis l'organisation au Bénin d'une conférence sur le logement en Afrique francophone du 5 au 7 février 2026. Je vous remercie. Le président de la République, Patrice Talon, s'est exprimé le mardi 4 novembre sur l'actualité politique nationale. Au cours de sa sortie médiatique, le chef de l'État s'est exprimé sur sa déception par rapport à l'absence du parti de l'opposition, les démocrates, à la présidentielle de 2026. Il a également évoqué sa récente rencontre avec son prédécesseur, Boni Yayi, et sur le déroulement bien évidemment du calendrier électoral relatif aux élections générales de 2026 en République du Bénin. Au micro de Nansrine Fatoumbi, Agapite Napoléon Mafroikan, analyste et chroniqueur politique, s'est exprimé sur cette sortie du chef de l'État et sur les propos tenus à l'endroit de l'ancien président Boni Yayi. On suit son extrait dans cet élément. Depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Avant 2016, tout le monde priait pour une réforme du système partisan. Nous l'avons engagée et j'en suis fier. Elle consistait à encourager, voire contraindre les partis politiques au regroupement. Le FCBE, qui était à l'entame de la réforme, je crois le parti le plus grand de la centaine de petits partis que comptait le Bénin, avait l'opportunité d'absorber un grand nombre de ces petits partis et de devenir un grand parti d'envergure nationale, pour peu qu'elle en ait la volonté. Mais comme c'est une réforme engagée par Patrice Talon, pas question. Pas question que cette réforme prospère, même si la FCBE devait en profiter. De même, l'appel de Patrice Talon à entrer en partenariat avec la FCBE et à accueillir des cadres FCBE dans la gouvernance politique et technique du pays a été refusé à tous ceux qui ont estimé le contraire et ont montré leur disponibilité à collaborer. Tout cela ont été bannis. Cette volonté du régime de la rupture d'associer toutes les compétences et bonnes volontés, quel que soit leur bord politique, à la construction du pays, s'est manifestée très tôt
et ce, dès la formation du premier gouvernement. C'est dans cette perspective d'ailleurs que M. Jean-Claude Oussou, membre du staff de campagne de Lionel Zissou, a été appelé au gouvernement en qualité de ministre de l'énergie dès le lendemain de l'élection présidentielle. Beaucoup d'autres, en raison de leurs compétences techniques ou de leur leadership politique, ont été appelés pour servir le pays aux côtés de Patrice Talon, élu comme président de tous les Béninois et non comme président d'une partie des Béninois. Certains restés fidèles à la ligne du parti et de son chef, je parlais des FCBE, du président Yaya Boni, sont manifestement entrés en quasi-rébellion contre le nouveau régime, et ceux qui ont choisi de servir le pays à mes côtés ont été, comme je l'ai dit, purement et simplement bannis. Ce sont ces deux phénomènes, refus d'adhérer aux réformes politiques et refus de toute collaboration avec le nouveau régime, qui ont conduit pratiquement à la scission des FCBE, puis à la création du parti Les Démocrates. À travers un communiqué en date du 3 novembre 2025, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, dément une résurgence de la Covid-19 et évoque plutôt une épidémie de grippe saisonnière. Benjamin Hunkpating a apporté des clarifications sur la recrudescence des infections respiratoires observées dans certaines localités du Bénin depuis quelques semaines. Selon le ministre, des tests de diagnostic rapides pour la Covid-19 et la grippe saisonnière ont été déployés sur l'ensemble des départements pour renforcer la surveillance épidémiologique. Le communiqué précise que des analyses menées sous la coordination du Laboratoire national de la santé publique n'ont révélé aucun cas positif de Covid-19 à ce jour. Les résultats indiquent plutôt la circulation de virus grippo-saisonnier responsable de l'augmentation des cas de grippe actuellement observée, une situation qui s'inscrit dans la tendance habituelle observée en septembre et en décembre, la période marquée par des changements climatiques et une forte mobilité des populations. Face à cette propagande, le ministre invite les citoyens à observer des mesures de prévention telles que le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le port de masque en cas de toux ou d'éternuement, l'aération des pièces et les lieux de travail. Benjamin Hunkpating rassure que le dispositif de surveillance épidémiologique demeure pleinement opérationnel et également que les dispositions sont prises pour une riposte rapide à toute éventuelle menace sanitaire. On parle société à présent. La menuiserie est un métier qui consiste à construire des ouvrages de taille relativement petite pour la mise en forme et l'assemblage de menues pièces en bois. À Cotonou, au Bénin, les acteurs de ce métier sont légion et leurs offres sont multiples. Mais ce métier expose également ses acteurs à des risques d'ordre sanitaire. Dans l'élément à suivre, une équipe de la rédaction vous amène dans le quotidien d'un menuisier dans la ville de Cotonou. Derrière ce bruit et la dextérité de ses gestes se cache une silhouette, celle de Kevin. Lui, c'est un menuisier, mais pour fabriquer ces tables, chaises et bancs, Kevin fait appel à certains outils. Il y a le meule, et puis le circulaire, et si sauteuse et le défonceuse aussi. Marteau aussi, tenaille, arrache-clou, mètre, avec les machines qu'on utilise pour poincer. Bon, en coupant le bois, on utilise le circulaire. On utilise le circulaire, on coupe le bois avec ça. En finissant, si on finit, on fait le truc là, on met le col avec du clou. En plus ça, on ponce avec le machine qui s'appelle meule. On ponce avec ça, on va poncer ça avec ça. Utiliser ces différents outils expose Kevin et ses collègues à des risques de santé. Pour notre santé, si on a poncé ça, on n'arrive pas
bien souffrir quand on est obligé de prendre les pics ou bien et pommes, fruits. Si on mange ça, donc ça revient de la poussière, ça sort de la bouche pour nous. Dans ces conditions, il y a un besoin de se protéger. C'est ça, on porte des chapeaux, on marche longue et on porte aussi cache-nez aussi. Cache-nez quoi. Moi, mon cache-nez c'est gâté, bon, c'est pour ça que je mets ça là pour fermer mes nez et puis ma tête aussi. Toutefois, accéder au titre de menuisier implique au moins 5 années d'apprentissage. Parler des réalités de son foyer, en l'occurrence à sa famille, paraît assez délicat. D'un côté, elle peut apporter écoute et conseil, mais de l'autre côté, il expose l'intimité du couple et peut engendrer des tensions. À la question de savoir s'il faut partager avec ses proches ce qui se passe chez soi ou dans son foyer, entre confidence et réserve, quelques citoyens ont répondu à cette interrogation au micro de Diane Kouagou. La question de la polygamie en Afrique est complexe, puisque aujourd'hui nous avons mis pied dans la modernité, donc le problème ne peut plus se poser en termes de tradition ou en termes d'hérédité. Et on peut dire que ça dépend du contexte, ça dépend de l'individu également. Quand je dis le contexte, il y a des gens qui peuvent être obligés d'aller à la polygamie. Je donne l'exemple de quelqu'un qui voudrait bien avoir des enfants, mais peut-être sa première campagne n'en donne pas. Il est obligé d'aller à la polygamie. Ça, c'est le contexte qui l'oblige à aller à la polygamie. Il y a des gens qui sont à la campagne, ils ont besoin de main d'œuvre. Et plusieurs femmes, plusieurs enfants peuvent les permettre d'embraser plus de superficie, donc de riches, puisque c'est les terres cultivées qui vont procurer la richesse. Il y a également des gens qui ont les moyens de nourrir plusieurs épouses, de pouvoir subvenir aux besoins de plusieurs épouses. Ou peut-être leur religion, telle que les musulmans, c'est permis, ils peuvent aller à la polygamie. C'est une question de choix. Moi, mon question de choix, question de choix, il y a une question de choix qui est là. Et nous les voyons si nous drômes dessous. Et nous les si nous drômes dessous. Sinon, nous devons dire quoi dessous, alors dire ouais sous apprendre engagement. Donc beto me bodo dire eh oh, on kunya dasi gegeo, asi odo po we nada. Na yimonu we. Mais nous devons dire apprendre dire eh ya e wilizo. On doit na wili gege bozan. Alors le problème doit parce que était où tout. Mais les no mais ho mi tan le ko di hande. Do asi gegeo. Donc, on fait personnellement, on voulait alors pour assister parce que je suis un chrétien, on voulait alors pour assister pour vite pour assister. Bon, on doit dire, n'y a pas assister pour, mais non pas caca doi. Donc, engagement de, n'y a blonné choix de, n'y a blonné. Donc, on nous promet de, on doit bonana, nos vies qui sont là ou indo. Nous devons dire mi blo choix de bon mo do dire mais lodion enyonumi na no popo epo kakado yi o no popo epo kakado do yibo mais an jefi o e no levo adu tagba no me so e no ko ha vilero so parce que we no me de na di aton ene Oedi abakado nous de anazeblu ne nu ye ai enu wa zon tagba nu ateru dokun ateru ndebuo wendi alon bio nyonu meleyo ado difficulté gbe meton. Pour moi c'est pas un choix personnel, si tous les grands-parents étaient comme ça. Mais par contre moi je suis pas pour, j'ai jamais été, mais si quelqu'un est capable de s'occuper de ses familles, pourquoi pas? Bon, polygamie yé mon bon dagbe. Pourquoi une dagbe? Quand il y a d'agnon le pour qu'à copine le pour va do y hawe. Une mémoire que mille le pour na do bolina we. Et non que et non mon ami no binwe quoi bo. Et non che ta tête monter dit mais when dia ka do we aton. Ben mo que akono montant no mi o. Ah.
Et là, moi, copain, tu as soutenu, ils sont en dominant, mais des voix d'autres hommes. Par moi, nous, il y a une doji tagum pour un comportement. Mais when they were le pauvre bolina, et il y a des français, nous, à Sinche, Seche, pour le Bible, pour le Nebluno, et un mot à l'introdire. When they are au Hawk Bunny, when I send me, mais à Dawe, attends, et barré pour Egbe, bois moi à Santombe, et bleu pagaille, une semaine, et moya, à la voix, pagaille, la voix, un mois. Mais là, maintenant, du hobby. Mon noble conseil, chacun n'a qu'à choisir son partenaire et l'aimer. Dans l'amour, il y a tout. Il y a la joie et la souffrance. Et s'éloigner de ce qui était passé au temps de nos parents. La vie est trop chère. Eh bien, moi, j'ai déjà dit c'est un choix. Maintenant, c'est un choix. Si les gens choisissent d'être polygames, mais il faut assumer sa responsabilité. Dernière information à présent en France, sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de la plateforme Shein. Sébastien Lecornu a annoncé le mercredi 5 novembre 2025 une procédure de suspension de la plateforme numérique de distribution au cœur de plusieurs polémiques. Le temps nécessaire pour que la plateforme démontre au pouvoir public que l'ensemble de ces contenus soient enfin en conformité avec les lois et les règlements du pays. Selon une source, un premier point d'étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce matin. Eh bien, le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la page des sports de ce jour. Dans l'actualité sportive, amis sportifs, la Fédération béninoise de football annonce le coup d'envoi de la saison 2025-2026 du championnat national féminin de la première division. Le lancement officiel est prévu pour le samedi 22 novembre 2025 avec les premières rencontres dans les deux poules. Parmi les équipes engagées, ASUM SA, Espoir de Cotonou, Tambour FC d'Adjara, Cefos AS Cotonou, Asaba Fa AS Sam Nelly, Ainovi FC Dynamique, FC Nadia, FC AS Bachon, Fall Léopard Football Club, Elite AC AS Lyonnaise et AS JFA. Le match d'ouverture qui se déroulera le dimanche 23 novembre 2025 à 16h, ce sera au stade Omnisport d'Adjon. La rencontre opposera AS Sam Nelly et Ainovi FC. On prend le rendez-vous, amis sportifs, pour cette rencontre du lancement. On reste avec la Fédération béninoise de football qui annonce également le lancement officiel des inscriptions pour le championnat national, les championnats nationaux U13 et U15 saison 25-26. Les clubs et centres de formation désireux de participer sont invités à se rapprocher de leur ligue départementale pour se faire enregistrer. C'est une nouvelle saison, amis sportifs, de détection et de promotion de jeunes talents en marche vers un meilleur sport béninois. Pour finir, dans la page des sports de ce jour, cette randonnée sportive, amis sportifs, retenez que le Bénin accueille la deuxième édition de la WAFU B U20 Girls Coupe. Marquez vos agendas, ce sera du 7 au 12 novembre 2025, cette deuxième édition de la WAFU B U20 Girls Cup, une compétition régionale féminine réunie donc le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Les rencontres se joueront sur les stades d'Avrancourt et d'Adjon. Au match d'ouverture, on retrouvera le Bénin qui sera face au Ghana déjà demain 7 novembre à partir de 10h. On suivra également les duels entre le Ghana et le Nigeria le 8 novembre. Le Nigeria et le Bénin le 9 novembre, le Ghana et le Bénin à nouveau le 10 novembre, le Nigeria et le Ghana à nouveau le 11 novembre et puis le Bénin qui sera face au Ghana pour le dernier match de la compétition. Ce sera le 12 novembre 2025. Amis sportifs, c'est tout pour l'actualité sportive de ce matin. Merci pour votre aimable attention. À tout
toutes et à tous, bonjour. Bélier, il est juste question d'argent et de biens matériels, vous en discutez aujourd'hui. Taureau, une invitation au dépaysement, c'est une période pour échanger, voyager et vous cultiver. Amis Gémeaux, durant plusieurs semaines, vous agissez à cause ou grâce à une personne ou une autre. Cancer, il y a votre point de vue et celui des autres, écoutez-les aussi. Lion, la journée est tendue, le positif, vous serez en accord avec vous-même. Pour nos amis vierges, le foyer est toujours d'actualité, c'est épuisant parfois, mais dans quelques jours, ça ira beaucoup mieux. Chez Balance, la conjoncture vous rend plus riche, matériellement comme intérieurement. Scorpion, à présent, vous passerez à l'action, vous réagissez à une injustice, vous foncez dans vos projets. Sagittaire, vous semblez parfois égoïste et pourtant vous agissez pour tous. Chez Capricorne, cette fin d'année, plein feu sur un accord signé pour vous unir. Verseau, on a besoin de vous, vous en aurez la certitude dans les prochains jours. Poisson, pour finir, belle journée de jeudi, comme une pause à beaucoup de mouvements dans votre vie. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à la prochaine. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « compter pour du beurre ». Compter pour du beurre signifie ne pas avoir de valeur, ne pas être prise en considération ou encore ne pas jouer un rôle important dans une situation. Autrement dit, quelqu'un qui compte pour du beurre est présent, mais son avis, son rôle ou son action n'a pas de véritable poids. L'expression vient du langage familier et date du XXe siècle. À l'époque, on disait qu'un joueur jouait pour du beurre lorsqu'il participait à un jeu sans enjeu, mais juste pour s'amuser. Aujourd'hui, elle a pris un autre sens pour signifier être négligé ou ignoré. Exemple, depuis que son frère a pris la relève, elle a l'impression de compter pour du beurre. Ou encore, on m'invite toujours à des réunions, mais on ne m'écoute jamais. Visiblement, je compte pour du beurre. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le Prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de pruneau. D'origine germanique, il évoque la couleur pruneau. Les pruneaux ont la tête sur les épaules. Ils n'aiment pas les faux semblants, préfèrent la vérité, même si elle bascule un peu. En amour, Pruneau ne fait pas de cinéma, pas de grandes scènes, pas de déclarations extravagantes, mais une fidélité rare. Dans la vie professionnelle, il est plutôt carré, il va droit au but, assume, organise et surtout, il tient parole. Sa couleur associée est le marron et son signe compatible est le Capricorne. Si vous croisez un Pruneau, gardez-le près, ce sont des personnes fiables qui ne tournent pas autour du pot. Et si vous portez ce prénom, belle journée à vous Pruneau. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Le panel de discussion, Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Adifon Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Kader. Omar Guissou-Gounou, bonjour. Abdelkader, bonjour. Merci. Alors Omar, vous êtes le seul homme sur ce plateau. Vous avez suivi un peu les échanges hier. Quelle est votre opinion sur la thématique en débat depuis hier? Merci beaucoup. Je dirais que tout être humain est une bénédiction. Et peu importe la personne qui est responsable de la naissance de cet enfant qui se trouve être, moi je ne l'appelle pas comme demi-frère, je ne l'appelle pas demi-soeur, je l'appelle frère, je l'appelle soeur tout simplement. Que ce soit une information que j'ai eue plus tôt ou plus tard, je crois que c'est le même amour que je vais manifester à l'enfant de ma mère, de mon père directement, que je vais lui manifester. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que je prenne en adversité ou voilà, un frère qui n'est pas de ma mère ou qui n'est pas de mon père. Même si les parents ont des petits problèmes. Les petits problèmes de mes parents ne me concernent pas. Le truc, c'est que l'enfant qui est déjà né n'a pas demandé à naître. Et peu importe la situation, les circonstances dans lesquelles cet enfant-là est né, moi je crois qu'il faut manifester de l'amour à son entourage. Il en a besoin nécessairement, surtout lorsqu'il se trouve que c'est le seul peut-être enfant demi-frère ou demi-soeur
c'est-à-dire qu'il va se retrouver seul. Et il aura un peu de réticence à s'intégrer dans nous autres qui sommes nombreux. Il aura des difficultés à s'intégrer. Donc, il faut lui donner cet amour-là pour qu'il se sente aimé, pour qu'il se sente présent également, concerné par la famille. Concerné par la famille. Diane Kouagou? Moi, je dirais plutôt qu'on ne doit pas considérer nos frères, moi je ne dirais pas demi-frères, nos frères comme nos adversaires, parce que nous sommes issus du même père, même si les mères sont différentes, cela ne change en rien les liens familiaux. Donc pour vous, qu'il soit de votre mère ou de notre mère, tant que c'est une femme à papa et que c'est papa qui a donné naissance à cet enfant-là, c'est votre frère. Oui. Mais maintenant, si éventuellement il avait des comportements qui ne vous agréent pas? Quel comportement, par exemple? Moi, je ne trouve pas... C'est vrai, il y aura peut-être des accrochages des fois, mais ça ne change en rien. Il reste toujours mon frère, il restera toujours mon frère. Donc, on va plutôt chercher des solutions s'il y a peut-être des problèmes entre nous. Mais je ne veux pas le considérer comme un demi-frère. Un demi-frère. Elisabeth, il a dit? Bon, merci. Bon, moi, je dirais que quand on parle de demi-frère ou demi-sœur, quand on veut être en concurrence avec cette demi-frère ou demi-sœur, c'est quand c'est de la concurrence positive, par exemple. C'est-à-dire que je veux peut-être travailler plus que et ce frère ou cette sœur et aller de l'avant plus que et ce frère, par exemple. Et puis, ça dépend aussi de l'éducation des mères. En réalité, si c'est que c'est la mère de l'autre qui porte ou qui est la source du malheur de moi, ma mère, par exemple. Bon, vous pouvez vous attendre à ce que je m'entende forcément avec cette personne, en fait. Il y aura forcément de petits soucis entre nous, en fait. Donc, moi, je dirais que ça reste toujours des demi-frères ou des demi-sœurs. Il n'y a pas ça, reste toujours, on partage juste ça, un parent ensemble. On partage juste un parent ensemble. Mais lorsque vous dites que sa mère peut être la source des malheurs de votre mère, vous faites allusion à quoi? Bon, peut-être que sa mère sait pertinemment que le monsieur est marié, par exemple, mais s'entête toujours à avoir des enfants avec le monsieur. Et puis, le monsieur, au lieu de s'occuper de tous les enfants également, c'est ça en fait, il favorise d'autres enfants par rapport à parce que bon, il aime plus la mère des autres, par exemple. Maintenant, il nous met dans des situations inconfortables en fait. Donc, c'est naturel, ça va venir naturellement. Et puis, il y aura une petite haine de côté, en fait. Une petite haine de côté. Ah, tu vois, à la fin, vous étiez là hier. L'intervention d'Elisabeth permet quand même de poursuivre l'échange entamé hier. Elle dit qu'il peut arriver que une femme soit la source du malheur ou de mauvais événements du côté de sa maman à elle. Et rien que cela peut amener quand même à avoir un sentiment d'inconfort avec ces enfants-là. Et que parfois aussi, si papa aussi fait de la disparité entre l'accomplissement de ce devoir régalien entre les deux épouses-là et leurs enfants, cela peut amener également à avoir quand même un peu de la distance. Est-ce que vous partagez cette opinion? Déjà, merci. Je dirais d'entrée que c'est tout à fait légitime que l'on puisse éprouver ce genre de ressenti, pardon, que l'on puisse éprouver ce genre de ressenti parce que en tant qu'être humain, on ressent des choses, on endure des choses et donc c'est normal qu'on puisse réagir. Mais je ne l'entends pas forcément parce que à un moment donné, il faut savoir faire la séparation dans les faits et gestes et être neutre dans le jugement. Que ce soit la mère du second foyer ou du deuxième bureau, comme on a l'habitude de le dire, qui ait créé cette tension entre la famille, ça n'engage pas les enfants. Le problème entre les parents, Djessougo l'a dit tout à l'heure, le problème entre les parents ne regarde que les parents. L'essentiel, c'est de vous focaliser sur le petit être qui est venu au monde, qui n'a pas demandé à naître. Et donc, entre frères ou sœurs, que ce soit demi-sœur ou demi-frère ou entre sœurs biologiques et tout, à partir du moment où vous partagez le même parent, il ne doit pas avoir une certaine tension ou une certaine de camp où on se dit c'est l'enfant de l'autre femme, c'est l'enfant de l'autre papa et tout, et que c'est juste mon demi-frère ou ma demi-sœur et tout. Ça n'a rien à voir. À partir du moment où vous partagez le même parent, vous avez le même sang, gardez des liens familiaux et que ce soit une relation saine. Après, tout dépend de la dynamique familiale et des expériences de chacun. Je l'ai dit hier, si c'est des enfants ou des demi-sœurs ou des demi-frères,
qu'on connaît, qui ont été déclarés, qu'on connaît, il n'y a pas de souci. Allez vers eux, ça ne vous diminue en rien. Maintenant, si vous vous rapprochez d'eux ou d'elles et que vous sentez une certaine rivalité ou une certaine posture d'agressivité, restez dans votre posture. Il peut y avoir également de la méfiance, Romaric Gisrobenou. Parce que lorsqu'on se fonde un peu sur ce qu'a dit par exemple Elisabeth Iladia, on sait très généralement que les femmes souvent n'aiment pas qu'il y ait encore une après elle. Alors lorsque le monsieur n'a pas su bien gérer l'imposition ou l'installation de sa seconde épouse et que les enfants sont sortis, peut-être qu'ils ne vivent pas ensemble, ou bien ils vivent de part et d'autre, et qu'après à un moment donné, on a comme l'impression que papa est plus de l'autre côté que de ce côté, et c'est peut-être à cause du fait qu'il a vu les autres enfants, il a vu d'autres femmes, qu'il prend soin plus d'eux que nous. Est-ce que cela ne peut pas créer une situation où les enfants, eux, ne se fréquentent pas parce qu'ils estiment que si papa n'avait pas connu votre maman à vous, peut-être qu'il serait avec notre maman et il ne ferait pas souffrir notre maman? Quand les enfants ont quoi à voir avec ça? Parce que les enfants ne sont pas impliqués dans ça. Les enfants n'ont pas demandé à naître dans une relation qu'on appelle, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, deuxième bureau. Ils n'ont pas demandé à venir dans cette circonstance-là. Alors, s'ils sont déjà là et qu'ils ne sont pas responsables de ce fait, ils ne sont pas responsables, voilà, la polygamie, voilà, que ce soit connu, déclaré ou non, ou non connu. Il peut avoir un bureau sans que le bureau n'ait d'imprimante. Bon, alors si dans les histoires ou les problèmes des parents, dans le sens où on se dit que papa a pris une nouvelle femme ou bien papa a une autre femme ou une maîtresse au dehors. Tout dépend de la relation de l'enfant et du parent. Si vous avez une relation ouverte au point où l'enfant va jusqu'à questionner son père sur ce qu'il fait au dehors, en dehors du foyer, là vous pouvez vous permettre... Encore que ça c'est peut-être à Paris ou... Ce n'est pas dans notre tradition. Ce que j'étais en train de dire, c'est que les enfants n'ont pas demandé à naître, et donc il ne faut pas les prendre pour responsables de ce qui s'est passé. En réalité, les parents paient. Ils n'ont pas demandé à naître, mais eux, ils m'empêchent peut-être d'aller à l'école. En réalité, les parents paient. Les papas, en général, ne créent pas, ne sèment pas de la zizanie entre leurs enfants, parce que ce sont ces enfants. Il n'a pas quelque chose à gagner à dire que vous voyez tel frère, il ne faut pas l'aimer, il faut pas, c'est lui qui a créé telle chose. En réalité, c'est au papa qui a créé cette situation d'inconfort, de trouver les voies et moyens pour juxtaposer ses enfants de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème. Ce sont les mamans, peut-être parce que voilà, on voit que papa passe beaucoup plus de temps de l'autre côté. Ce sont les mamans qui coincent leurs enfants dans la chambre pour dire, vous voyez ce que votre papa, vous voyez, il a pris une nouvelle tenue à l'autre. Vous voyez, il ne vous a pas donné l'argent de telle chose. Il faut aller vers lui, il faut parler. Et ce sont les mamans. Moi, j'ai suivi un peu de... J'ai constaté, après avoir suivi ce film-là, que ce n'est pas maintenant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans les histoires de Joseph, le prophète dans la Bible, j'ai constaté que ce sont les mamans, en fait, qui ont monté, d'accord, les enfants entre eux, de sorte à ce qu'ils deviennent des adversaires, jusqu'il y ait histoire de quelqu'un aller vendre son demi-frère. C'est la version arabe que vous avez regardée. Donc moi, non, c'était la version française. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut que le papa ait vraiment les yeux, d'accord, sur... Il faut qu'il ait de l'autorité, d'abord sur les femmes, les mamans là, de sorte à ce qu'elles n'introduisent pas de mauvaises idées dans les têtes des enfants. C'est pas facile. Il y a un truc, si Abdelkader me le permet, c'est pas pour justifier le comportement de ses parents, mais il y a des parents qui le font même sans le savoir. C'est pas parce qu'on décide d'aimer un enfant plus qu'un autre, ou qu'on décide de comparer en plus que l'autre. Mais il y a des parents qui le font juste parce qu'ils ont envie de booster peut-être l'enfant qui traîne, l'enfant qui n'arrive pas à comment je vais le dire, apporter beaucoup de résultats, c'est ça? Exactement. Donc, pas volontairement, on le fait pour pouvoir rendre triste l'autre enfant, ou bien pour lui dire que tel ton frère ou ton demi-frère ou tel aîné est... Mais c'est ça, il faut expliquer aux mamans, afin qu'ils ne montrent pas les enfants. La qualité des rapports entre les demi-frères est tributaire du leadership ou du management du papa? Je dirais que ça vient de comment les parents arrivent à mettre genre... Quel est le rôle du papa dans tout ça? Le papa, lui, son devoir, c'est de faire en sorte que les enfants s'entendent.
pas qu'il soit disloqué d'une manière, je ne sais pas. Je ne sais pas comment un véhicule en pièces détachées. Oui, Elisabeth, il a dit la même question. Bon, moi je dirais que le rôle du père, c'est d'abord quand un homme veut être polygame, il doit être d'abord responsable en fait. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas du jour au lendemain juste parce que bon, on a trouvé que l'autre femme est plus jolie, puis on va prendre la femme. Alors qu'en réalité, tu sais que tu peux rien faire à pas égal en fait. C'est-à-dire que vous pouvez pas être juste ici et injuste là-bas. Tu sais, c'est d'abord la faute aux parents. Parce que même dans une famille où on n'a pas de demi-frère, il y a même une petite concurrence entre frères et sœurs, c'est-à-dire du même sang. Donc imaginez peut-être par exemple maintenant que la première femme n'a que des filles par exemple, et que la seconde a des garçons. Bon, je ne sais pas trop, en Afrique on priorise naturellement les garçons. Ouais. Donc les filles vont se sentir délaissées. Et puis peut-être même que ces filles se diront que bon, je vais réussir dans la vie. Et puis montrer à mon père en fait que les femmes aussi sont capables en fait. Donc vous voyez un peu, il y aura forcément une petite concurrence. Parce que même quand il n'y a pas de demi-frère, de demi-sœur, il y a d'abord de concurrence. Moi, j'en ai pas. Je n'ai pas de demi-frère, de demi-sœur. Donc je ne veux pas... Vous êtes sûr qu'éventuellement peut-être il n'y a pas... Très sûr, et il n'y en aura même pas. Je suis sûr que je l'ai dit. Il n'y en aura pas comment? Il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. J'en aurai plus en fait. Comment vous allez vous arranger pour qu'il n'y en aura pas? Non, j'en aurai plus. Ils ont dépassé. C'est ça, ils ont dépassé cet âge-là. Ah bon, vous êtes sûr? Oui. Un homme même à 80, 85 peut faire encore quelque chose. Il ne peut plus. Vous savez, dans cette histoire-là, moi je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur le fait que les enfants entre eux se lancent des challenges de sorte à vouloir prouver quelque chose à leurs parents. On dit, est-ce qu'il faut être en adversité? Est-ce qu'il faut se mettre en adversité avec une personne parce que cette personne-là n'est pas issue de votre maman, mais issue de votre papa? La réponse, c'est non. Il n'a pas demandé. Ce n'est pas son problème. Il faut l'aimer tel que vous aimez. La réponse est non pour vous. Okay. La réponse est non. Atifa, réponse? Est-ce que moi je veux répondre? Je dirais tout simplement que plutôt de considérer ces demi-frères ou demi-sœurs comme adversaires, il faut les voir comme des membres à part entière de notre propre famille et développer des relations saines. Parce qu'on le veuille ou non, à un moment donné, vous serez forcément appelé à cohabiter ensemble. Diane, quoi pour conclure? Moi, je dirais plutôt qu'il faut considérer, il ne faut même pas dire demi-frère, quoi d'autre, frère. Oui, parce qu'on partage le même sang, le même père. Je ne vois pas où certains utilisent l'expression demi-frère comme si... Non, parfois même c'est la même, mais le père est différent. Et Elisabeth, quoi conclure? Moi, je dirais que c'est quand même la famille en fait. Donc il ne faut pas vraiment les considérer comme des adversaires. Et puis ça dépend aussi de la situation. Bon, il faut essayer de garder une bonne relation. Vous allez en tenir compte si vous avez... Vous savez, merci. Il y a un fait qui n'est pas... On peut revenir demain si vous voulez sur la thématique. Que vous le vouliez ou pas, d'accord, un jour viendra et vous serez obligé de vous retrouver, de vous asseoir ensemble, de prendre des décisions ensemble. Et ce jour-là, vous ne pourrez plus rien faire. Atifa Olafa, Diane Kouabou, Elisabeth Iladja, Romari Gisroubouenou, merci à tout un chacun. À présent, on passe au débat matinal de ce matin sur Free Matin. Le débat matinal de ce matin, ce Free Matin, chers amis internautes, on commente la proposition de loi portant révision de la Constitution qui compte instaurer en République du Bénin un Sénat. Pour en parler, chers amis internautes, je suis avec deux juristes consultants, Agapit Napoléon Maforican qui est avec Apol Emerico Adjovi. Tous deux, ils ont été journalistes et ils sont chroniqueurs politiques. Qui de mieux pour commenter notamment cette actualité majeure qui défraie la chronique et fait les gros titres à la une des parutions depuis quelques jours. Apol Emerico Adjovi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être matinal ce jour. Merci d'être là. Bonjour Agapi et bonjour Agapi Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour Apol. Merci aussi d'avoir répondu à l'appel. Alors Apol Emerico Adjovi, une révision constitutionnelle en ce moment, ça fait couler beaucoup d'encre, ça laisse libre cours à des suspicions, mais ce qui dérange certains encore, c'est l'instauration d'un Sénat. Et les arguments évoqués, vous les avez lus? Oui, bon, j'ai écouté les uns les autres, j'ai lu les commentaires par rapport à la proposition donc, de révision constitutionnelle donc, qui porte donc, la création d'une nouvelle institution dans le corpus de nos institutions de la République
donc le Sénat, comme vous l'avez dit tantôt. Et c'est vrai que certains avis sont partagés. Et moi-même, mon avis sur la question est partagé. C'est-à-dire, je suis d'accord pour le principe qu'on crée, qu'on appelle une nouvelle institution, mais telles que les choses veulent se passer, et encore les attributions qu'on donne à cette nouvelle institution appelée à en être, ainsi que les membres, ou j'allais dire le mode de désignation, la composition, j'ai peu de réserve par rapport à ça. Vous avez un peu de réserve? Oui, mais j'ai un peu de réserve, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Agapit Naplomo-Africain, est-ce que vous avez des réserves par rapport à la Sénat telle que projetée? Le Sénat tel que projeté, autant pour moi. Le Sénat, avec S. Oui, on peut. Lorsqu'on est juriste, lorsqu'on est praticien, on a commenté l'actualité, on est journaliste. Lorsqu'on est dans ce secteur, oui, on peut voir les choses avec un angle plus large, comme on peut les restreindre aussi. Oui, quand moi j'ai lu la proposition au départ, il y a une semaine, j'avoue que je me suis dit, mais on peut faire mieux, effectivement. Et puis avec le temps, j'ai écouté Akhenatonde, j'ai écouté Assancebo, voilà, donc j'ai suivi un peu. Et puis bon, je me suis amusé à faire un peu le tour des Sénats en Afrique et au monde, disons en France et autres. Donc je me suis rendu compte que bon, oui, c'est plutôt des choix politiques, des options. Et bon, je me suis dit, notre Sénat répond aux besoins du moment. Je prends l'exemple, par exemple, des chefs d'état-major dans le Sénat. Je me suis demandé, au prime abord, pourquoi un chef d'état-major général, ou pourquoi les chefs d'état-major dans le Sénat. Et avec le temps, j'ai fini par me dire, et j'ai eu des échanges avec eux, qui montrent quand même qu'ils sont atténuateurs, ils sont aussi médiateurs, pas que nécessairement pour les questions de coup d'État, mais des questions stratégiques, qui méritent quand même que les chefs d'État, ayant été chefs suprêmes des armées, aient autour d'eux, disons, des spécialistes de la sécurité ou de la défense sur certaines questions sensibles. Et donc, les chefs d'état-major général, les chefs d'état-major qui ont déjà l'allégeance, qui ont déjà fait l'allégeance à celui qui est là, donc du coup, ils dépendent, ils reçoivent ordre et instruction de celui qui est en place. Mais ils mettent leur intelligence au service de ceux qu'ils ont déjà eu à côtoyer, notamment les chefs d'État et les hautes personnalités qui composeront le Sénat. Après le meilleur Kouadjovi, vous avez suivi à l'instant Agapit Naplomo-Africain qui a mis les pieds dans les plats, si on peut le dire ainsi, en commentant déjà un peu la composition de ce Sénat-là. Vous estimez tout à l'heure à l'instant que j'avais des réserves par rapport à la composition, des réserves à quel niveau? Tout à l'heure, il expliquait la nécessité donc d'avoir les chefs d'état-major. Moi, j'ai des réserves par rapport à ça. Parce que, voyez-vous, nous avons des constitutionnalistes dans le pays. Et pour ce que je sais, donc, d'une constitution, on ne la rédige ou on ne la révise pas à qui mieux mieux. Il y a des gens qu'il faut consulter, des spécialistes en la matière. Et pour le faire, il me semble qu'il faut consulter l'histoire politique du pays et voir la sociologie politique du pays. Je me rappelle, en 1990, je n'étais pas 7 membres de la conférence nationale, mais chaque matin, je quittais mon quartier et j'allais là-bas. J'étais à la porte, je suivais un peu. Et je me rappelle très bien en 1990 que, paix à son âme, c'est le colonel Vincent Guézondiaï. C'était lui qui était le chef d'état-major à l'époque. Et il me semble qu'à l'époque, il avait pris la parole, il a parlé au nom des forces armées du Bénin, en disant que les forces armées du Bénin, à partir d'aujourd'hui, prennent la résolution de se retirer au camp et donc de ne plus s'occuper des questions politiques. De rester dans les casernes. De rester dans les casernes. Et depuis lors, Dieu merci, depuis le Bénin n'a plus connu le coup d'État. Ils se sont donc retirés et là, dans tout le pays au monde, on les appelle la Grande Muette. Et par rapport au contexte géographique aujourd'hui de notre région, où les coups d'État sont à gauche et à droite, si nous-mêmes civils, on en vient à créer une institution et on appelle les militaires à venir à l'intérieur, je me dis un jour, est-ce que ces militaires ne vont pas mettre des bazookas sur nos têtes et s'imposer à nous? Parce que moi, démocrate que je suis, je n'ai jamais été pour un coup d'État. Jamais pour un coup d'État. Même si le chef d'État en fonction fait mal, moi, ma solution, ce n'est pas qu'un militaire, un matin, intervienne pour dire je m'ai fait tout ça là. Ce n'est pas normal. Parce que pour moi, le militaire, l'âme qu'il porte et qui fait de lui un militaire, c'est avec les fonds des contribuables
qu'on a payé ça. Et comment se fait qu'il se dit là, prend cette arme-là et retourne l'arme-là contre les enfants du pays qui ont payé leur impôt pour qu'on puisse lui payer l'arme. Je suis contre ça totalement. Et donc, je me dis, amener les militaires encore dans une institution, alors que les gens eux-mêmes ont dit, on se retire dans nos casernes. J'ai des réserves par rapport à ça. En dehors de la présence des militaires, quelle autre réserve avez-vous? Oui, j'ai des réserves par rapport, par exemple, au fait qu'on dit que les anciens chefs d'État sont des membres de droit. Et j'ai pris l'exemple quoi que un chef d'État, notre constitution à l'étape actuelle donne au moins 2 mandats, enfin, au plus 2 mandats, pardon, à un président de la République. Vous imaginez un président qui fait un mandat et au second mandat qu'il demande, le peuple le sanctionne. Donc il quitte, il y a un nouveau président. Donc au lieu de faire 2 mandats, ce qui est l'idéal, il fait un mandat. Mais du jour au lendemain, la personne se retrouve au niveau de la Sénat. Du Sénat. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est que le Sénat, ça fait la chambre haute. Hein. Et donc, si on en vient à la création de cette institution, désormais, la deuxième personnalité de l'État, ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale, mais c'est le président du Sénat. C'est bien ça, hein? Oui, alors, voyez-vous, quelqu'un que le peuple a sanctionné, du jour au lendemain, la personne se retrouve dans une institution à qui il va légiférer pour réglementer les comportements des citoyens de ce pays. Moi, ça me pose un peu un problème. Ça pose aussi un problème. Agapina Blambo-Maforika, à l'instant, vous avez dit que vous avez quand même parcouru un peu les Sénats en Afrique et même à travers le monde. Est-ce que pour nous rappeler quelle est l'essence du rôle d'un Sénat dans une démocratie? En fait, le rôle, c'est plutôt un rôle plus temporisateur, un rôle médiateur, un rôle aussi de législation et un rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Globalement, c'est un peu ça. Mieux que la Chambre basse, l'Assemblée nationale, enfin, mieux que l'Assemblée nationale, donc, le Sénat, dans la plupart des cas, ne provient pas de suffrage universel nécessairement direct. Parfois, c'est un système mixte, soit de suffrage du direct et un mélange donc de représentation. Ouais, par exemple, les élus locaux, par exemple, la chefferie traditionnelle. Donc, un certain nombre de pondérations le fait au regard des objectifs qu'on veut atteindre. Dans le cas d'espèces, lorsque vous regardez un peu chez nous, c'est vrai que les initiateurs, moi, en fait, ce que j'ai pas apprécié déjà dans le projet, c'est la manière dont c'est sorti un peu rapidement comme ça, un peu une manière soudaine. Et moi, c'est un peu le critique fondamental que j'ai contre par rapport à nos députés, c'est le fait qu'ils ne fassent pas les débats. Moi, je ne pense pas nécessairement comme Paul que c'est une affaire de constitutionnalisme nécessairement, mais c'est une affaire citoyenne. Et après les citoyens, il faut mettre le débat sur la place publique. Mais de toutes les façons, vous avez votre timing, mais vous mettez le débat et vous recueillez les avis. Parce que si vous ne recueillez pas les avis, après on va constater des situations où tout le monde s'embrouille. Est-ce que c'est autoparrainage ou pas autoparrainage? Ouais, c'est des questions qu'il faut évacuer lors des débats. Aucune loi n'est angélique, aucune loi n'est aussi impersonnelle que la théorie le dit, mais quand même, il faut faire un effort. Alors donc, dans le cas du Sénat d'espèces, moi je pense que il y a un objectif qui est derrière chaque représentation. Est-ce une chronologie dans la volonté politique de Patrice Talon de voir, après 2026, le retrait de Boniaye, lui, de la scène politique? Absolument. Absolument. Moi, je pense qu'il a déjà dit, il y a quelques années, 2 ou 2 ans, en disant que bon, ils vont formaliser le cadre de concertation. Donc, formaliser. Il annonce les couleurs. Il a parlé un peu de comité de mixage, de comité de médiation. C'est vrai qu'il y a de la place pour eux. Il y a de la place pour eux, c'est-à-dire anciens présidents de la République. Pour moi, je milite fortement que les anciens présidents de la République et les anciens présidents de l'Assemblée nationale puissent constituer un vivier stratégique et institutionnellement en place, mieux que le médiateur de la République. Moi, je trouve qu'on peut englober, et à mon avis, mieux que le Conseil économique et social, jusqu'au moment où ils l'ont restructuré. Donc, du coup, il faut laisser le nouveau CES faire ses preuves d'abord. Donc, mais on peut regarder l'architecture et essayer de trouver quelque chose qui essaye d'embarquer. Le fait que la Cour constitutionnelle, par exemple, connaisse la régulation, je me dis, pour l'institution qui va gérer, qui gère le contentieux, et qui gère d'abord le procès constitutionnel, et gère le contentieux, il faut lui laisser tranquillement, il faut laisser le volet
médiation, régulation des institutions, par exemple. Ça, c'était une vieille idée. C'est une vieille idée. Bon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mes idées qui comptent. C'est peut-être le regard porté. Et quand je porte le regard sur ce qui est là, moi, c'est vrai, hein, je partage l'avis de Paul par rapport aux militaires, mais j'attends qu'on sorte le document pour voir. Parce que je me dis, il y a toujours une intention derrière. Est-ce que tout le monde a le même droit? Est-ce qu'ils siègent, mais est-ce qu'ils ont une voix délibératrice? S'ils ont une voix délibératrice, ce n'est pas pertinent. À mon avis, c'est pas en adéquation avec, disons, l'option apolitique des militaires. La Constitution dit que même si qui doit être candidat à l'élection présidentielle doit démissionner d'abord. Donc, ne doit pas être encore. Alors, donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion. Mais par contre, pour les anciens chefs d'État, pour moi, je trouve qu'un mandat, 2 mandats, pour moi, un ancien chef d'État est un ancien chef d'État. Il a vu faire. Il a connu le niveau supérieur. Pour moi, il doit pouvoir s'insérer dans le nouveau corpus, et il faut finir par s'entendre. Vous savez, ils ont beau être là maintenant, comme ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire peut-être de regard, de sage regard. Je suis convaincu que mais comment ils vont gérer les divergences à niveau... Ils vont dire, bon, on connaît nos acteurs politiques. Il y a un règlement intérieur quand même. On connaît aussi nos anciens présidents. Mais bien sûr, il y a un règlement intérieur. Comment les parlementaires gèrent leurs divergences? Vous pensez que c'est facile? Parfois, la Cour constitutionnelle se met, parfois, joue de l'arbitre. C'est pas si facile. Pour réguler. Donc, vous voyez, c'est des divergences sérieuses, même dans le même camp. On a connu où parfois on a donné des injonctions. Le Parlement a délibéré sans secrétaire parlementaire. Parce que la Cour constitutionnelle a fait injonction. Donc, c'est pas aussi évident. Donc, même les anciens présidents, s'ils n'entendent pas, mais ils sont sous serment. N'oublions pas qu'ils ont leur serment du président de la République qui les poursuit normalement. C'est parce que notre constitution de 90 n'a pas été suffisamment exigeante par rapport à eux. Sinon, le fait de leur aménager une sortie, c'est comme les généraux. On leur aménage une sortie, ils sont toujours sous drapeau. Enfin, dès que le besoin se font sentir. Ils sont des soldats sous réserve, quoi. En même temps, ils peuvent être des choses qu'ils appellent les convoquer. Ils peuvent faire partie d'un conseil de sécurité et de défense élargi. Donc, en clair, les anciens chefs d'État sont encore sous serment, le serment de respecter la patrie, de défendre l'intégrité. Donc, du coup, je pense que dans un conseil comme le Sénat, ils peuvent faire valoir leur expérience. La question, c'est la structuration. Jusqu'à présent, honnêtement, le vrai problème qui est là, c'est quelle est la structuration, quel est l'agencement. On a vu la première mouture. Est-ce que ça a changé entre-temps? Pour les mérites, allez-y. Non, c'est vrai que je suis d'accord avec Gapi par rapport à la structuration. Parce que je l'ai dit tantôt ici, au début, que je suis d'accord pour le principe. Mais le contenu, là, c'est ça qu'il faut qu'on puisse voir. C'est vrai que c'est une proposition qui est arrivé sur la table des députés, donc tellement en assemblée plénière, ils vont pouvoir donc revoir les choses. Mais je voudrais quand même dire qu'une chose est que le constat que je fais de l'ensemble, enfin de part de cette proposition et des propos du chef de l'État, c'est que je constate que le 9 mai, si je me souviens, nous sommes bons, 2014, si vous vous souvenez, le président Boni Yahi, qui était en fonction, avait fait une déclaration de pardon à l'actuel chef de l'État, et puis quelques-uns dans l'affaire d'empoisonnement et autres là. Je constate malheureusement qu'à ce jour que ce pardon qui était accordé n'était pas sérieux, c'était pas sincère. C'était pas du tout sincère. Et c'est ce que nous gérons jusqu'à aujourd'hui. Et de mon point de vue, enfin de ma lecture, c'est ce pardon non sincère qui est à la base, de mon point de vue, de la création de ce Sénat-là. Ah bon? Oui, moi c'est ma lecture. Ok, allez-y. Pour moi qui ai suivi l'actualité politique du Bénin depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, pour moi c'est parce que ce que j'ai compris des propos du chef d'État avant-hier, c'est qu'il souhaite que lui-même sorte de l'arène politique et qu'en sortant, il faudrait également que son prédécesseur également puisse sortir. Parce que le prédécesseur, depuis que le nouveau président en fonction, il n'a jamais quitté la scène politique et d'ailleurs même il est le président d'un parti politique. Président donc de la formation politique de l'opposition, la principale. Et voyez-vous, c'était un mauvais signal que les militants du Parti des démocrates ont donné en 2023 en notant le président Éric Oundete de la tête du parti et M. Yahi Boni. C'était un très mauvais signal qu'ils nous ont donné. Et c'est ça que mais est-ce que, selon vous, un ancien président cesse? Non, il ne cesse pas. Mais je pense que pour il ne doit pas jouer le premier rôle. Oui, il ne devait pas jouer le premier rôle. Mais en quoi ça gêne? En quoi ça perturbe? Non, c'est quoi? C'est son droit de le faire.
Mais pour moi, la morale voudrait qu'ils se mettent un peu en réserve et laissent son successeur travailler normalement. Et si éventuellement, je dis peut-être une sottise, que peut-être Patrice Talon regarde que tout ce qu'il a bâti à l'issue de sacrifices incommensurables pendant 10 ans, son successeur se met à déconstruire tout cela. Est-ce que politiquement, il doit rester en retrait pour dire que bon, parce que il doit se fâcher de la scène politique? Et c'est là qu'est nécessaire un cercle des stations, des sages du pays pour pouvoir donc approcher celui-là et lui donner des bons conseils pour que les choses ne soient pas complètement sabotées. Permettez-moi de vous dire que dans le projet la proposition de révision, j'ai lu dedans qu'il faille décréter une trêve politique. Voilà, une trêve politique, j'allais en venir. Ah ben, c'est avec la question de la conclusion. Voilà, parce que moi, par rapport à la trêve politique, moi, je trouve que ce n'est pas possible, enfin, ce n'est pas bienséant que l'on en vienne à une trêve politique dans un État de droit et de démocratie pluraliste. Je le dis sur quelle base? Je lis le préambule, le point 3 du préambule de notre constitution du 11 décembre, qui dit: nous, peuple béninois, et c'est la décision de la conférence nationale, nous, peuple béninois, affirmons solennellement notre détermination par la présente constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promis comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. C'est-à-dire que notre constitution a déjà déterminé le champ dans lequel les partis politiques doivent fonctionner. Démocratie pluraliste. Et le souci du chef d'État, dans son discours, la dernière fois, c'est qu'il voudrait que, dès lors qu'il y a un président élu, que tout le monde se mette ensemble pour qu'on aille au développement. Et notre constitution dit, la condition pour aller à ce développement-là, il faut qu'il soit dans une démocratie pluraliste. Et de mon point de vue, on ne peut pas mettre... C'est vrai que le chef d'État, il est à la recherche d'un consensus. Mais pour moi, le consensus, c'est l'idéal. Mais on ne peut pas le mettre dans un test. On peut pas le mettre dans un test. Agapine Apoloma Fourican. D'abord, sur la composition, la question de moi, je suis totalement éloigné de la lecture d'Apollo par rapport à cette affaire de pardon. Je trouve que de tous les temps, il y a toujours un clivage entre... C'est ça que le chef d'État a dit, l'opposition. Est-ce que le fait qu'on ait compétit au cours d'une élection fait de nous des opposants, des adversaires? En fait, c'était depuis 60, c'est ce qu'on a connu. Les gens se combattent. Et on aide les militaires, on utilise les militaires, on fait coup d'État, jusqu'à 70. Et 70, on a mis en place un conseil présidentiel qui n'a pas tourné. Et parce que entre eux, ils avaient leur armée, ils avaient leur militaire, ils avaient leur administration, ils avaient leur ministre. Et finalement, il y a eu son militaire. Donc, de 72 à 90, on a connu une stabilité. De 90 à aujourd'hui, on a connu la période qui recoute le gros. 2001, il ne faut pas l'oublier. D'abord, 87, 91, avant que Kérékou n'accepte la défaite. 96, avant que Soglo n'accepte la défaite. 2001, avec le match amical avec Bruno Amoussou. Donc, ça montre simplement que la guerre entre les deux, ça, on l'a connu. On l'a connu. Après, Soglo a quitté la scène, et Soglo a quitté la scène, on est passé à Boni Yahi. Boni Yahi avec Adrien Mbedi. On a connu le premier match. En 2011, on a connu le deuxième match. Heureusement, Adrien Mbedi n'est pas particulièrement clivant. Donc, lui, il a fait son bruit et puis il est parti. Donc, ça n'a pas trop duré parce que lui-même était déjà presque frappé par la limite d'âge. Donc, du coup, sinon, on aurait eu Mbedi et d'ailleurs, ça s'est rejoué au Parlement en certain mai 2015 par rapport au Perchois. C'est dire que c'est entre les anciens, c'est toujours, pendant un temps, on a toujours, même en Europe, c'est pratiquement la même chose. Avec quand dit l'Europe, et en France, où le président de la République a une posture très, très, très forte. Donc, pendant un temps, il y a toujours cette dualité un peu qui oppose les deux pendant une bonne dizaine d'années. Le problème est que Boni Yahi est particulièrement différent de Mathieu Kérékou, par exemple. De toute façon, Kérékou a quitté le pouvoir, il s'est totalement enfermé. Personne ne l'a vu. Il est revenu. Les personnages sont différents. C'est vrai, mais quand même, quand on a été à ce niveau-là, je pense qu'on doit pouvoir incarner mieux. Et comme on revisite les propos de Yahi, quand il était au pouvoir, c'est celui qui doit le mieux comprendre Talon.
Parce que le président Talon ne fait rien de différent de ce que Yahi voulait. En fait, ce qu'il proclamait vouloir. Hein? On a entendu deux expressions ou trois. Ça doit changer, ça c'est ça. La dictature du développement et puis la refondation. Quand vous prenez ces trois, on est en pleine refondation de la République actuellement. Donc il devait être le premier à applaudir. Donc il n'applaudit pas. Peut-être que l'option de refonder la République n'est pas partagée. C'est lui qui a sorti le mot en 2011. Le projet de société, c'est refonder la République, ramener les valeurs éthiques, morales et spirituelles. Aucun changement ne peut aboutir si on ne refonde pas la République. En fait, donc c'était tout. Et donc le changement 2006-2011 a échoué parce que les valeurs morales, éthiques et spirituelles ont disparu. Et donc, il fallait refonder la République pour ramener ces valeurs et donc aboutir au changement. Il n'est pas parvenu avant de C'est la théorie. Et d'ailleurs, le ministre Koubaki à l'époque avait commencé par expliquer, par conceptualiser le principe. Mais dans la foulée, il y a eu la guerre, l'empoisonnement et on s'est écarté de l'essentiel. Pour moi, le Sénat est utile. C'est vrai, pour dire la vérité, moi j'aurais souhaité un truc comme comité, conseil de sages, une chambre, à la limite une chambre à la Cour constitutionnelle, avec doté quand même de pouvoir qu'il faut pour que, un peu voir la Cour suprême, les chambres sont autonomes. On peut créer notre originalité avec un conseil de médiation à la Cour constitutionnelle et ils auront leur champ. Donc on n'ira pas, moi je n'aurais pas souhaité ou imaginé une seconde chambre parlementaire. Mais, comme je vous dis, ceux qui sont là, sont ceux qui réfléchissent. Il y a plusieurs. Ici, on est deux intelligences. Plus la vôtre, ça fait trois. Donc, on ne peut pas penser nécessairement de la même manière. Ceux qui sont là, sont ceux qui réfléchissent. Et c'est eux qui décident. Donc, ils peuvent se tromper, mais ils ont le droit de se tromper. Ils ont le droit de se tromper. C'est eux qui vont transformer leur idée en droit. On va appliquer. Quand il y aura des limites, on verra. Donc, côté composition, moi, j'ai mes avis là-dessus. Côté même opportunité d'un Sénat, je ne suis pas partisan nécessairement, mais j'ai besoin qu'on cadre les anciens présidents de l'Assemblée nationale, et maintenant qu'on pondère avec d'autres. Pour moi, je l'ai dit sur un autre plateau, pour les présidents de la Cour constitutionnelle, on peut faire une pondération et ajouter ceux de la Cour suprême, trouver le mécanisme pour ajouter quelques personnalités traditionnelles, peut-être le conseil la NCB par exemple, au niveau des communes du Bénin, le Conseil des rois, pour faire quelque chose de beaucoup. Donc là, ça va avoir vraiment équilibré. Avant que vous parliez opinion sur la traite politique, je reviens vers Apollo Kouadioui. Est-ce que vous ne pensez pas que les membres de ce Sénat, en dehors des anciens présidents de la République, les autres devaient être élus? Oui, vous savez, dans les autres pays, j'ai également faire le tout comme Agapi l'a fait. Le Sénat, ça existe au Togo, ça existe au Cameroun. Au Gabon. Mais semble-t-il bien que dans ces pays-là, une partie, souvent ils sont au nombre de 60 ou 90, au moins les 2 tiers sont des personnes élues au suffrage direct ou bien par les grands électeurs. Et puis le tiers est désigné par le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Et par rapport à ce Sénat-là, qui va être une haute chambre, je pense sincèrement, effectivement, qu'il serait bien séant qu'on puisse faire élire certains membres de ce Sénat-là. Et je suis d'accord avec Agapi pour dire qu'en termes de structuration, on a dit des membres qui doivent composer ce Sénat, qu'il faut élargir et aller voir du côté du Conseil des rois du Bénin également. Il a également parlé de la Cour suprême de la NCB. Voilà. Il faut voir de ce côté-là. Moi j'aurais aimé que ce Sénat soit l'institution qui, quand il y a des problèmes dans le pays, quand l'institution intervient, tout s'arrête. Tout le monde doit se discipliner par rapport aux décisions que ce soit un organe politique. Un organe politique, certes, mais qui est là et cible la fin de la récréation. Parce qu'il arrive des fois où les acteurs politiques ne s'entendent pas. Et ça va dans tous les sens. Donc il faut qu'il y ait donc un organe vraiment tampon qui, quand il se prononce, tout le monde se calme. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, c'est son rôle. Voilà. C'est intégré dans cette attribution. Justement. Mais ça crée parfois une confusion entre le contrôle de constitutionnalité
et les saisines d'office de la Cour et les incompétences de la Cour. Et bon, parfois, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et souvent, c'est que, à tort ou à raison, les gens pensent que la Cour constitutionnelle est téléguidée par le pouvoir exécutif. Oui, bon, exactement. Ils ont tout alors qu'avec un organe. La composition déjà crée problème. La composition de la Cour. Voilà. Alors qu'avec un organe comme le Sénat, dont les membres vont quitter du part et d'autre, on ne peut pas présumer que ces personnes sont téléguidées. Est-ce qu'il ne va pas rogner mais on ne peut pas atténuer la fonction de la Cour constitutionnelle par une révision de la Constitution. Il me semble que la révision de la Constitution par le Parlement constituant dérivé, c'est pas si évident. Je pense que le premier qui va retoquer, c'est la Cour elle-même. Je ne me dis pas pourquoi plus atténuer cette pouvoir. Mais est-ce que quelque part, ce Sénat ne devait pas rogner un peu le pouvoir de cette Cour constitutionnelle? Non, c'est par rapport à la proposition de loi, ce n'est pas pour rogner sur le pouvoir de la Cour constitutionnelle. L'autre préoccupation, oui, allez-y. Pour ce que moi je note de la réponse que veut donner le Sénat, c'est de permettre que les anciens présidents ne fassent plus de la politique après. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Si ce n'est que ça, une loi aurait pu régler ça. Par exemple, en disant, soit un ancien président de la République est d'office, par exemple, conseil spécial de nouveau. D'office. C'est-à-dire qu'on ne lui donne même pas le choix. Il est conseil spécial. Il perçoit une rémunération. Ils en perçoivent déjà, d'ailleurs. Oui, maintenant, il faut encadrer cette rémunération en disant il le perçoit. Maintenant, s'il a envie de faire la politique, c'est qu'il renonce à tout ça. Et donc, du coup, en tant que citoyen libre, il dit, bon, moi, je veux retourner dans l'arène. Ouais. En France, avec la 5e République, les présidents sont membres d'office du Conseil constitutionnel. Exactement. Mais très peu siégé. Voilà. Très peu. Regardez, un gars comme Valéry Giscard d'Estaing, qui a perdu le pouvoir en 81, n'a siégé qu'en 2004. Tout à fait. Ils sont membres de droit et avis. Oui. Mais il y a d'Estaing qui a perdu le pouvoir en 81. C'est en 2004. Hollande et l'autre, Macron ne siège pas. Non, et Sarkozy a refusé, Hollande a refusé, donc il ne siège pas. Tout à fait. Donc, Jacques Chirac, est-ce qu'il a siégé même ça de même? Jacques Chirac, je ne pense pas. Donc, du coup, vous voyez en réalité, on peut renoncer à ça. En renonçant, on rentre dans l'arène. Ils ont peut-être leurs petits avantages légers, mais ils sont considérés comme des citoyens lambda, un peu comme on a convoqué Yaïboni. À la brigade, à la police judiciaire, à la PJ. Normalement, l'opinion doit comprendre que c'est le citoyen, chef de parti qu'on a convoqué, et non l'ancien président de la République. Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, que Agapi disait quelque chose tout à l'heure. Par rapport aux anciens présidents, il pourrait être des conseils spéciaux systématiques de l'autre, mais ou bien il peut, on peut leur trouver un mécanisme, on peut leur trouver on peut leur aménager. Mais de toute façon, c'est notre réalité à nous, c'est nos lois, c'est à nous de voir ce qu'on veut faire d'eux. Et ce enfin, la politique qu'on veut entendre. En fait, ce que je voulais dire, que quoi, droit de l'homme que je suis, c'est qu'on ne peut pas interdire à une personne qui fait un choix de faire ce qu'il veut en matière de droit de l'homme. Donc, comme il a dit... Et les militaires. Les militaires, non, on a intérêt d'être dans le champ politique. Voilà. Mais s'ils doivent venir, il faut quitter là-bas. Donc, la même chose au chef d'État. Voilà, en fait, on a contrôlé, on a régulé. Voilà. Tout à fait. Alors, Apollo Kouadjovi, l'autre inquiétude également qui est partagée par certains citoyens, c'est de savoir, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intervention, qu'avec ce Sénat-là, le président du Sénat devient d'office la deuxième personnalité du pays. Et donc, on s'interroge de savoir, le vice-président, lui, quel est son rôle finalement? Le vice-président du Bénin. Non, en fait, un suppléant. Non, attendez. Le vice-président n'a pas vocation à être deuxième personnalité. Non, pas du tout. C'est une personnalité de substitution. C'est le choix que notre constitution fait. Donc, il est personnalité de substitution. Tant que le président est là, il peut lui commander tout. Voilà. Mais la deuxième personnalité de l'État, dans le protocole d'État. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le vice-président. Donc finalement, le vice-président est là juste... Non, mais là, juste pour... on lui a donné une fonction, c'est la grande chancelière, le grand chancelier de la République. Mais il n'est pas la deuxième personnalité de l'État par rapport à notre protocole d'État aujourd'hui. Donc, comme il a dit, c'est une personnalité de substitution quand le président de la République n'est pas là. Est-ce une crainte? Oui. Pardon? Une crainte que le vice-président ne soit pas... Non, mais moi, je n'ai pas de crainte. C'est l'option qu'on a faite ici au Bénin. En réalité... Dans d'autres pays, le vice-président siège dans le Conseil des ministres. En Côte d'Ivoire, par exemple. Mais ce n'est pas le cas au Bénin. Aux États-Unis, on doit même... Avant même, le vice-président, on ne le voit même pas dans le même périmètre. On ne doit même pas les voir les deux. Il est personnage de substitution. C'est-à-dire que le pouvoir, il ne doit pas avoir vacance de pouvoir. Exactement.
Donc, puisque nous avons opté au Bénin pour des élections générales groupées, donc générales groupées, c'est de faire en sorte qu'en cas de vacance du pouvoir du président de la République, qu'il n'y ait pas de vide juridique. Qu'il y ait une personne en même temps qui prenne le relais. Qu'on ne fasse pas encore élection en cours de route. C'est pour ça qu'ils sont élus ensemble. Donc, mais tant que l'autre est là, il est à côté. Maintenant, pour ne pas comme les suppléants avec les dents, on lui a confié la grande chancellerie. Donc le VP de la République n'existe pas tant que le président existe. Mais notre président a mis en valeur tellement la vice-présidente de la République. On l'a beaucoup vu. Et même le protocole d'État, quand il dit monsieur le président de la République, on dit en même temps madame la vice-présidente. Normalement, c'est pas elle la deuxième personnalité de l'État. Il faut lui trouver une place dans le protocole d'État qui correspond plutôt à la grande chancelière de l'ordre national, au grand chancelier de l'ordre national du Bénin. Pas pour la trêve politique. Oui. Bon, voilà, écoutez, moi, je suis à fond dans la trêve politique. Le développement du chef d'État est le mien et je l'avais, personnellement, et Paul sait bien que je l'avais, mais je suis là. Vous savez, nous n'avons pas un problème de politique. Moi, je vais plus loin. On n'a pas un problème de démocratie. On a un problème de développement. Nous sommes un pays où tout est à reprendre. On est où tout est à faire. On est où tout est à bâtir. On est où tout est à reconstruire. On ne peut pas s'amuser à faire comme la France. Est-ce qu'au nom du développement, au nom de la reconstruction, de la construction du pays, on ne permettra pas qu'il y ait quand même des manifestations démocratiques en vue de pouvoir formuler des revendications? C'est ce que j'ai eu à dire sur une antenne. J'ai dit, l'article 23 de notre Constitution nous reconnaît des droits. En fait, la liberté d'aller devenir, la liberté de l'expression démocratique, c'est dans l'article 23 de notre Constitution. Et normalement, on ne doit pas toucher à l'article 23 de la Constitution. Mais l'activisme à outrance des partis politiques, qui vont aller sur le terrain, déconstruire les logiques gouvernementales, alors, ça pose un problème de qui a le pouvoir. Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus ou lors des référendums. Qui est le représentant du peuple? Les élus. Ils ont un mandat. Pendant qu'ils exercent leur mandat, normalement, d'autres ne peuvent pas être là pour déconstruire. Parce qu'on crée une confusion dans les esprits. On empêche les gens de comprendre l'action gouvernementale. Et, à la limite, on livre le gouvernement à la vindicte populaire. Or, nous sommes dans un pays où, d'abord, même le diplômé le plus haut niveau est analphabète en partie. Parce qu'il a mal assimilé ce qu'il a appris. Maintenant, il va le partager chez les analphabètes d'autres. Et ça crée une confusion totale. On ne sait pas qui est où dans tout ça. Agapit Abreu-Bafoyekan, tout à l'heure, vous avez dit qu'ils sont des humains. Vous avez parlé des députés qu'ils sont des humains. Ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent se tromper. Est-ce qu'il ne peut pas arriver que dans le pays, des citoyens, des élus, peut-être qui ne partagent pas le style de gouvernance de l'exécutif en place, peuvent penser que les initiatives actuelles, les leviers actionnés par l'exécutif actuellement, peuvent amener le pays dans le décor et donc appeler à sonner la sonnette d'alarme. L'intérêt de la critique. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de critique. Attends, j'ai dit l'article 23 de la Constitution. Attends, il est grand, hein. il est large. Ouais. Hein, c'est l'article fondateur. C'est l'article, le seul d'ailleurs réellement sur la liberté que nous avons, la liberté d'expression. Lorsque vous avez cette liberté d'expression, j'avoue que vous avez déjà l'essentiel. C'est la liberté individuelle, une liberté d'abord individuelle qui peut être collective. Donc dès lors, vous avez l'article 24, la liberté de presse, normalement bien gérée, je ne vois pas où est le problème. Pourquoi vous voulez que quelqu'un qui n'a pas un mandat se substitue à ceux qui ont des mandats? Celui qui n'a pas un mandat, il a plusieurs manières d'agir et surtout d'attendre son temps. La Chine avec 1 milliard et quelques, vous savez comment c'est dirigé? Pourquoi vous pensez que si ça doit brailler, bavarder, râler, et à Dia, ça va se développer? De quel problème nous avons? Moi j'entends les gens dire qu'on est allé à la conférence nationale, c'est pour installer la démocratie. C'est faux. On n'est pas allé à la conférence nationale pour installer la démocratie. On est allé à la conférence nationale parce qu'il y avait une banqueroute. Le système tournait très bien. Il y avait juste la banqueroute. Donc du coup, du point de vue politique, c'est l'un des systèmes les mieux organisés. Je dis, moi je le dis toujours, du point de vue politique, c'est l'un des systèmes les mieux organisés. Du point de vue liberté, elles ont été assez entassées. Du point de vue gestion, c'est la catastrophe. Mais qui gérait? Les hauts cadres. Donc, c'est dit quoi? La Conférence nationale est allée pour trouver une solution à la banqueroute. Et Mathieu Kékou, il a dit,
toujours ce 26 février, lors de le rapport de la Commission des finances, en disant trouvez-nous, trouvez les moyens, dites-nous comment on va trouver les moyens. C'est trop facile de faire. On est venu à la conférence pour chercher les moyens, et non, c'est pas une affaire de démocratie. Il était clair. Donc, je veux dire ceci que je n'interdis pas. Moi, la trêve politique ne veut pas dire trêve de critique. La trêve politique, c'est, à mon humble avis, c'est l'action nuisible de certains partis. Comme on a pu voir avec le Parti des démocrates, il ne faut pas tourner autour du pot. Comme on a pu voir avec le Parti des démocrates, comme on a pu voir avec certaines personnalités qui pensent qu'ils représentent le peuple. Moi, je pense qu'à un moment donné, même il y a Iboni, pourquoi il s'est fâché à un moment donné? Ah non, je vais faire le mien, alors que j'ai été élu. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait été agacé à un moment donné que l'activisme de certains perturbe l'action. Soglo, il y a Iboni lui-même, quel est le coup? Si on fait le point et on remonte à l'ancien temps, c'est que ceux qui ont perdu les élections surjouent pendant tout le mandat et perturbent l'action de développement. Donc on est en crise permanente, alors qu'il faut créer les conditions plutôt, les gens vont critiquer, mais il n'y aura pas d'activisme qui perturbe. Moi je trouve que c'est dans la formulation de cette trêve, et surtout comment on appelle ça, adéquation avec les libertés reconnues par la Constitution, donc les libertés publiques, d'aller, de venir, de manifester normalement. Je pense que ça doit se faire dans un cadre réglementaire connu, où l'action publique doit pouvoir être claire jusqu'au moment où l'heure de mettre le mandat en jeu arrive et on met le mandat en jeu. Oui, allez-y. Moi, ce que je peux dire, il faut d'abord qu'on s'entende sur le principe de liberté d'expression, de liberté d'agir, de liberté d'association et autres, garanti par notre Constitution. Donc, sur ce principe-là, comme il a dit, on ne peut pas, de mon point de vue, empêcher les citoyens d'un État de droit, en principe, que je dis, et de démocratie pluraliste, de ne pas animer la vie politique. Si on le fait, je dis, si, en tout cas, de mon point de vue, si la proposition est votée en l'État, si les gens l'attaquent devant les institutions internationales, je crois qu'ils auront gain de cause. On ne peut pas... on peut pas... Je suis d'accord qu'on régule un peu. Mais dire qu'on décrète la trêve dans un texte de loi, je pense que le Bénin passera à côté si on le fait. De toute façon, passons à côté et allons au développement. On va observer et voir un peu dans quel sens les débats au niveau du Parlement vont aller. Je suis d'accord que c'est vrai que... Il faut apprendre à la jeunesse à se mettre au travail. Les gens sont là, ils critiquent. Ils vont même dans les matières, ils ne comprennent pas. Ils vous expliquent, vous les jurez. Ils ne comprennent rien. Alors, moi, je pense qu'il faut... Non. Et pourtant, on n'a pas besoin de... C'est des idées que j'ai la lumière. Oh non. Il faut qu'on puisse... Bien sûr. Quand vous êtes dans le champ d'action, vous pouvez vous tromper. Mais c'est celui qui est derrière, qui voit vos pas, qui analyse et vous fait des suggestions pour qu'on puisse faire mieux. Le problème, c'est que si on prend vous n'avez pas la pensée unique, on prend la pensée unique. C'est pas la pensée unique. Oui, non, je dis, si on prend la pensée unique, moi je pense que non. On a refusé en 90, la pensée unique. Et c'est dans les préambules de notre Constitution. Celui qui est élu. Alors, je vous dis que quoi, si la proposition de loi est votée ainsi comme ça, je pense qu'il y a des dispositions dans la Constitution qu'il faut revoir encore. Par exemple. Oui, déjà, je parle au niveau des préambules. Je l'ai lu tout à l'heure, le point 3. Les préambules, c'est le principe général. Après, on les décline. Le préambule n'a pas besoin de bouger. Pas du tout. Le préambule, c'est... Le préambule, ce sont les décisions de la conférence. On est d'accord. Il dit que nous sommes un État de droit, de démocratie pluraliste. C'est vrai. Est-ce qu'on a remis ça en cause? Mais quand on dit qu'on décline la trêve, que les gens ne doivent plus animer la c'est des métiers de régulation. C'est la trêve, c'est la démocratie pluraliste. Attendez, lorsqu'on a parlé de grève, on dit non, c'est contre la liberté. Mais attends, c'est au niveau du BIT qui empêche qu'on encadre la grève. On n'a pas empêché la grève. Donc, non. On a régulé. Non, justement, je dis quand on a fait, les gens avaient dit au départ qu'on a empêché. On n'a pas empêché, on a régulé. Donc, l'action politique aussi, la trêve, c'est une régulation. On n'a pas de trêve, c'est une régulation. Trêve pendant 4 ans. Pendant 4 ans. On a 5 ans pour les élections générales, donc 4 ans pour travailler, 1 an pour faire la politique. Et la chamaille, ouais, donc, en tout cas, on verra bien quel motif sortira. Oui, on verra bien. Et ceux qui ne sont pas d'accord pour cette pensée-là
comment je pense qu'il faut une clarification avec l'article 23 de notre Constitution et les libertés individuelles générales. Après, l'action politique, il faut l'encadrer. Moi, je voudrais qu'on comprenne mon intervention ici comme, pas comme des critiques contre ce qui est en train de se faire au niveau du Parlement, mais que je pense qu'on peut faire mieux et que vraiment on puisse réfléchir à faire mieux. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci à vous, Paul Mérico Adjovi. Je rappelle que vous êtes juriste consultant, tout comme Agapit Napoléon Africain. Merci à vous également. C'est la fin du débat matinal de ce jour qui met fin à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes.